Bonsoir à tout le monde. Je ne sais plus à quel numéro on est. C'est le quatrième? C'est le quatrième? C'est le cinquième? On continue la série de book review. Pour les personnes qui voient ça pour la première fois, je rappelle que c'est un programme que l'on a lancé il y a quelques semaines déjà avec l'accompagnement de Nouveaux Horizons, la maison d'édition qui dépend du département d'État américain, avec l'accompagnement aussi de l'ambassade des États-Unis au Gabon et avec l'accompagnement, l'aide, le support, l'énergie et tout ce que vous pouvez imaginer d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Donc le principe est simple, il s'agit de partager, de vous partager en fait nos lectures. On partage avec vous des livres qu'on a découverts et on relève des choses importantes et des choses intéressantes qui pourraient être inspirantes pour vous. Donc là aujourd'hui, on va parler du livre L'art de la confiance en soi. On a vraiment commencé ces programmes très lentement avec des livres pas très grands, histoire de motiver chacun à se lancer dans la lecture, surtout en ces temps un petit peu bizarres où voilà, il est vivement encouragé de rester chez soi. Du coup, on s'est dit qu'en restant à la maison, on devait maximiser sur la lecture. Du coup, aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de l'art de la confiance en soi pendant une petite demi-heure à peu près. Et l'art de la confiance en soi, c'est un livre qui fait à peu près 330 pages, donc c'est 331 pages exactement. Il a été publié pour la première fois, donc c'était en 2014 et sa publication originale, le titre original c'était The Confidence Code, The Science and Art of Self-Assurance, What Women Should Know. Je rappelle que je lis toujours le titre en anglais parce que le principe de Nouveaux Horizons, c'est de traduire des best-sellers anglais en français et de les rendre accessibles dans les pays en développement comme le nôtre à de tout petits budgets. Donc, je réponds déjà à la question avant que quelqu'un me la pose. Comment avoir les livres? En ce moment, avec les problèmes de confinement et autres, de frontières fermées, on est vraiment en train de se battre pour faire venir le maximum de livres possible le plus rapidement. Et il y a une librairie en Côte d'Ivoire qui s'appelle Vie d'Impact, qui est en train de travailler afin d'envoyer sur Libreville, c'est plus facile du coup de les envoyer de Côte d'Ivoire, afin d'envoyer donc sur Libreville une cinquantaine de livres, notamment les titres que j'ai présentés précédemment. Donc ce livre, comme je le disais, est paru la première fois en 2014, avant bien sûr d'être traduit en français et publié sous Nouveaux Horizons. Il a été écrit par deux femmes, Kathy Kay, qui est présentatrice à BBC World News America, et puis Claire Shipman, qui elle est correspondante pour ABC News et Good Morning America. Donc si vous connaissez normalement un petit peu les chaînes américaines, vous comprenez que les chaînes que je venais de présenter sont vraiment des chaînes très importantes, et j'avais vraiment envie de vous présenter les chaînes pour lesquelles ces deux femmes-là travaillent, parce que du coup ça devait vous donner une idée en fait de la carrure des personnes qui ont écrit ce livre. N'écris pas un livre de 300 pages qui veut, quoi. C'est vraiment, il faut maîtriser son sujet, il faut faire un gros travail de recherche, et c'est ce qu'elles ont fait. Donc l'art de la confiance en soi, ce que les femmes devraient savoir. Voici en gros ce dont va parler ce livre, mais avant de vous parler du livre et après l'avoir lu, je voulais vraiment faire une petite digression par rapport à tous les lives que j'ai fait et m'arrêter sur celui-ci en particulier pour envoyer un message à une personne en particulier. Depuis que j'ai commencé mes lives, ma mère est toujours connectée, elle les regarde à chaque fois. Maman, je sais que tu regardes. Et pour ce livre particulièrement, j'avais envie de lui dédier ce live particulièrement aussi, parce que en le lisant et en le terminant, j'ai compris beaucoup de choses liées à mon éducation, beaucoup de choses liées à sa manière en fait de se comporter avec moi et avec mes sœurs, qui ont concouru en fait à faire de moi la femme que je suis aujourd'hui et à me donner l'assurance que j'ai. Et donc quand vous lirez aussi, vous comprendrez certainement ça, et donc j'ai voulu profiter de cette occasion pour lui dire merci et pour lui dire à quel point je l'aime. Coucou maman, je t'aime très fort. Et aussi parce que vous savez qu'en ces temps de coronavirus, on ne se le dira jamais assez, il faut profiter au maximum de vos proches. Ma mère n'a jamais eu l'occasion de lire ce livre, mais l'éducation qu'elle m'a donnée rejoint à plusieurs niveaux les enseignements qui sont marqués ici. Et donc j'espère que vous aussi, vous aurez la possibilité de le lire et de comprendre de quoi je parle. Dans tous les cas,
Merci maman, je t'embrasse fort. Maintenant, je continue, je reviens au livre. Comme je vous le disais, on va parler de l'art de la confiance en soi. Pourquoi parler de la confiance en soi? Parce qu'à la base, ça peut sembler être quelque chose d'évident en fait. Après tout, qui n'aurait pas confiance en lui-même? Ou alors, si les gens n'ont pas confiance, la plupart du temps, on prend ça un petit peu comme de la honte ou ce genre de choses. Le livre, c'est sur le côté du livre, donc vous avez le titre L'art de la confiance en soi. Ensuite, vous avez une pastille qui dit ce que les femmes devraient savoir. À la base, ce livre est donc écrit pour les femmes. Mais moi, quand je l'ai lu et même quand je l'ai terminé, je me suis dit... Ça, c'est le genre de livre que, en réalité, tout le monde devrait lire. Parce que si vous êtes un homme, vous avez forcément une femme, une copine, une sœur, une frangine, peu importe. Et c'est tous ces enseignements-là, en fait, que vous devez comprendre pour pouvoir interpréter, même pas interpréter, pour déchiffrer et pour comprendre les personnes qui vivent avec vous, mais aussi pour les aider à montrer le meilleur de leur potentiel. Et c'est pour ça que je me dis que c'est un livre qui est adressé à tout le monde et pas uniquement aux femmes. Et croyez-moi, vous gagneriez vraiment à le lire. Donc, ce livre, c'est deux femmes journalistes donc, qui ont décidé, à travers leurs recherches, à travers leurs analyses, à travers leurs rencontres et à travers plusieurs témoignages. Vous avez par exemple dans ce livre-là le témoignage de Christine Lagarde. Pour ceux qui ne savent pas qui est Christine Lagarde, allez-y chercher, vous allez voir qu'il y a vraiment des pointures dans ce livre. Vous avez beaucoup de témoignages d'hommes et vous avez beaucoup de témoignages de femmes et parfois quelques peu des témoignages d'hommes en fait qui emmènent à chaque fois ces journalistes-là dans leur quête vers la connaissance en fait de la confiance en soi. Alors pourquoi écrire 300 pages sur quelque chose qui semble aussi évident? Bon, écoutez, c'est simple. Chaque jour, par exemple, à Libreville ou même dans votre entourage, il y a forcément quelqu'un qui va se demander comment je peux faire pour avoir un petit peu plus d'assurance. Comment je peux faire pour je sais pas, pour me lancer dans quelque chose que j'ai peur de faire jusque-là. Comment je peux faire pour prendre telle X ou Y décision ou me lancer dans X ou Y chose. Pourquoi certaines personnes échouent dans des projets et d'autres non. Et surtout, pourquoi, même quand on est compétent, en fait, on a l'impression que ça ne suffit pas ou quand on est compétent, on n'arrive pas à faire la différence dans une assemblée, par exemple. Et surtout, c'est quoi exactement avoir confiance en soi-même? Et donc, c'est toutes ces questions-là, dans mon sens, qui ont motivé l'écriture de ce livre. Et je pense que c'est tout ça, en fait, qui a conduit Kathy Kay et Claire Shipman à la rédaction de ce livre. Donc, de l'introduction du livre, je rappelle que le livre fait plus de 300 pages, de l'introduction du livre donc jusqu'à la première partie. Hein. À l'intro, d'abord, vous allez avoir une véritable décomposition des caractéristiques de la confiance en soi. Donc, en gros, ce que nous, on pense que c'est ça la confiance là, elles déconstruisent ça déjà dès le départ, à travers certaines interviews, certaines rencontres qu'elles ont. Ensuite, vous allez passer à une sérieuse analyse et une sérieuse quête en fait de la recherche et de l'identification de ce qui influence la confiance que quelqu'un peut avoir en lui-même. Pourquoi cette partie-là est importante? Parce que comme vous, je suis sûre, quand vous allez le lire, vous allez vous demander que mais c'est à quel moment qu'on commence à dire aux gens comment il faut faire pour avoir confiance en soi et tout. Moi aussi, je me suis posé cette question, mais quand j'ai terminé le livre, j'ai compris pourquoi on prenait autant de temps en fait pour discuter sur ce qui influence la confiance que les femmes ont en elles-mêmes. Parce que, souvenez-vous, on le dit souvent, pour résoudre un problème, il faut d'abord et avant tout l'identifier. Il faut savoir en fait d'où il vient. Il faut le reconnaître, il faut le retrouver et ensuite on peut y apporter une solution. Et pour le cas de Kathy Kay et de Claire Shipman, elles sont allées très loin. Ça ressemble vraiment, à certains moments, ça ressemble vraiment à un film policier et tout parce qu'elles vont même aller, elles vont discuter avec des spécialistes de la génétique. Parce que la question de la confiance en soi chez les femmes ou même chez les individus, hein, peu importe, vous allez retrouver ça dans les gènes. C'est une question de constitution humaine à certains points. Donc, ce n'est pas juste l'idée reçue qui dit qu'on est avec. Donc, vous allez voir des personnes qui penchent dessus et puis elles vous le déconstruisent. Vous allez avoir aussi des idées sur, les gènes et puis quelqu'un d'autre qui apporte une autre réponse. Dans tous les cas, c'est tout ça en fait qui emmène le lecteur, qui m'a emmené à mieux comprendre en fait ce qu'on appelle la confiance en soi et surtout ce que ça implique.
et ce qui la caractérise. Donc, par exemple, à la page 110, je vais vous parler d'un passage que moi j'ai bien aimé. Elles vous disent que les chercheurs ont par ailleurs découvert que l'assurance provient en grande partie de nos gènes. Ils ont séparé les résultats obtenus après les tests sur l'assurance des vrais jumeaux de ceux de faux jumeaux. Et ils ont remarqué que les résultats des premiers, donc ceux des vrais jumeaux, étaient davantage similaires. Les découvertes de M. Plomin indiquent que la corrélation entre les gènes et la confiance en soi pourrait être de 50% et qu'il pourrait même être encore plus en corrélation que le lien entre les gènes et le quotient intellectuel. Donc, vous comprenez qu'on est vraiment à un autre niveau de la confiance en soi. Mais ensuite, elles vont vous parler en plus des prédispositions génétiques qui peuvent influencer la confiance que certaines personnes ont en elles-mêmes. Vous avez aussi des choses qui défavorisent les femmes. Il y a le comportement, il y a l'attitude, il y a l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, vous comprenez pourquoi j'ai commencé ce live en parlant de ma mère. Parce que sans s'en rendre compte, en fait, l'éducation que l'on a reçue a vraiment un impact sur le niveau de confiance que nous avons en nous-mêmes. Je vous emmène à la page 170. Ne bougez pas que je la retrouve. Et vous allez comprendre exactement de quoi elles parlent. Elles vous disent que les femmes sont naturellement et sociologiquement plus susceptibles que les hommes de donner davantage de poids à leur connexion émotionnelle. Évidemment, notre attention aux relations est également l'une de nos plus grandes forces. Donc les hommes, eux, ont tendance à lâcher prise, à laisser les choses leur glisser sur le dos comme sur les plumes d'un canard. Les femmes ont tendance à être davantage dans l'introspection lorsqu'elles se demandent qu'ai-je fait de travers, au lieu de se dire qu'il ne s'agit que d'une série de circonstances malheureuses et de passer à autre chose. Donc il y a l'attitude, il y a la manière dont on se comporte. Et à la page par exemple 180, je vous parle de ça, je vous lis un autre passage. À la page 180, elles vous disent que la femme a 30% de neurones en plus en fonctionnement et l'activité de ces régions indique probablement les puissantes qualités féminines comme l'empathie, l'intuition, l'esprit de collaboration, la maîtrise de soi et l'inquiétude justifiée. Et elle nous dit aussi que les femmes sont par ailleurs, donc c'est ce qu'a dit le docteur Amen, les femmes sont par ailleurs plus sujettes à l'anxiété, à la dépression, à l'insomnie, à la douleur, ainsi qu'à être dans l'incapacité de décrocher de certaines pensées. C'est la raison pour laquelle, là c'est un autre passage, c'est la raison pour laquelle elles sont les meilleures pour effectuer simultanément plusieurs tâches. Pourquoi ces passages-là sont importants? Parce que vous comprenez qu'à la fois, nos neurones sont un avantage pour nous, parce qu'on peut faire plusieurs trucs à la fois et tout, on a un sens de l'intuition qui est vraiment puissant, mais à la fois, ça nous expose aussi à nos sentiments, à nos émotions, on est beaucoup plus sensible, on se laisse plus toucher par les choses et par plein de trucs. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'était très important de comprendre cette partie-là, liée notamment à la science, aux neurones, à l'étude des gènes et à tout ce dont je parlais. Après, on arrive où il y a des facteurs aussi qui sont liés à la société, tels que un facteur qu'elles ont appelé le dumb ugly bitches. Il faut bien le traduire par, vous me passerez l'expression, c'est dans le livre, salope, moche et idiote, qui influe beaucoup sur la confiance que les femmes ont en elles-mêmes. Et il y a aussi l'environnement, l'école, l'entreprise, la société. Alors, c'est quoi le phénomène des dumbly ugly bitches? En fait, c'est, vous savez, le fait que les femmes aient toujours peur de se lancer dans certaines choses parce qu'elles se disent, si je fais ça, si j'ose, si je me lance, on va me caricaturer, on va me mettre dans une case, on va dire que je suis une go énervée et ce genre de choses. Enfin, il y a même une partie dans le livre où elles vous disent que c'est clair, on n'aime pas les femmes qui parlent beaucoup. Dès qu'une femme parle beaucoup, ça énerve tout le monde, on trouve qu'elle a une grande gueule et ce genre de choses. Du coup, les femmes en fait ont peur, c'est ce qui influence la plupart du temps l'assurance que certaines femmes ont en elles-mêmes. Et donc, vous allez voir qu'à la page 152, c'est dit
que de la maternelle, quand je vous parlais de l'éducation, même à l'école et tout ça, de la maternelle, ils se taquinent. Donc là, on parle des hommes. De la maternelle, ils se taquinent, se traitent de bons, de bon à rien. Ils n'hésitent pas à s'indiquer l'un l'autre leurs limites. Les psychologues pensent que cette mentalité de cours de récré les encourage plus tard, à l'âge adulte, à ne pas se formaliser des remarques acerbes. Une faculté bien plus utile qu'ils se retrouvent confrontés, lorsqu'ils se retrouvent confrontés seuls au monde réel. Là, on parle des hommes. Pourquoi les hommes ne s'arrêtent pas autant aux remarques? Parce que les ugly bitches et tout, en gros, c'est les remarques qu'on fait sur les femmes et tout. Pourquoi les hommes ne s'y attardent pas autant? Et les spécialistes vous disent que c'est parce qu'en fait, très petit, franchement, vous souvenez-vous, l'allégorie, la comparaison avec les plumes de canard et tout, en fait, ils sont habitués à ça. Or, en fait, les jeunes filles, on a tendance à toujours les caresser dans le sens du poil, faut pas les vexer, faut pas leur dire tel truc, et ainsi de suite. Du coup, quand elles grandissent, la moindre petite remarque fait en sorte qu'elles le prennent vraiment personnellement, et vous pourrez compléter avec ce que je disais sur les gènes et les neurones, par exemple. Ensuite, à la page 159, elles vous disent que non seulement les femmes qui parlent beaucoup ne sont pas appréciées, mais on s'attend activement à ce que les hommes prennent la parole et dominent la conversation. Et on leur en veut s'ils ne le font pas. Et vous allez même voir des études où dans une salle, vous avez des femmes et des hommes, et même quand il y a un seul homme, vous allez voir que les femmes auront toujours peur de prendre la parole. Elles se mettent littéralement en fait en retrait parce qu'elles ont peur. À la page 163, on vous dit que nous ne pouvons pas parler de l'assurance des femmes et ignorer le reflet dans le miroir. Nous entretenons une relation extrêmement pénible et limitatrice avec ce que nous voyons dans la glace. Comme le fait d'observer Mary Wilson, nous ne savons pas comment utiliser le miroir comme instrument pour trouver l'espoir ou l'émancipation, étant donné que ces futures sénatrices ne s'y reconnaissent jamais. À tout âge, l'apparence physique joue un rôle disproportionné dans le développement de l'assurance chez la femme. Nous sommes beaucoup plus rapides que les hommes à critiquer notre apparence. Donc là aussi, vous avez un autre facteur qui concourt en fait à faire en sorte que les femmes aient très peu confiance en elles-mêmes. Et puis, vous avez à la page 169 un passage qui vous dit que les femmes passent beaucoup trop de temps à se dévaloriser et à se torturer les méninges en s'auto-flagellant inutilement. Nous ruminons beaucoup plus que les hommes et il vaudrait mieux pour nous d'éviter de trop le faire si nous voulons voir notre confiance en nous s'améliorer. Pourquoi toutes ces parties-là sont importantes? Je rappelle à tout le monde que ce livre a été écrit par des femmes. Ce n'est pas un livre écrit par un homme qui est en train de juger le comportement des femmes. C'est vraiment un livre écrit par des femmes qui analysent en fait leur manière de réagir à X ou Y situation et pourquoi elles le font et comment elles le font et est-ce que c'est bénéfique. Donc voilà, vous avez des éléments donc qui vous permettent de comprendre ce qui limite la confiance que certaines femmes ont en elles-mêmes. Ensuite, elles proposent, d'ailleurs dans le livre, c'est à la fois un parcours où on vous parle où on identifie certains problèmes qui limitent la confiance que les femmes ont en elles-mêmes, mais les auteurs ne se sont pas juste arrêtés à ça. Elles sont même allées proposer un test en fait. Vous pouvez auto-évaluer le niveau que vous avez, le niveau de confiance que vous avez en vous-même à travers plusieurs exercices qu'elles ont mis en note dans l'ouvrage. Et vous allez comprendre ensuite comment, après elle vous parle de quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour vous affirmer en fait dans la vie, dans votre travail ou tout simplement développer vos capacités. Je passe donc à la page 251 où à la page 251, elle vous parle donc de l'assurance. Elle vous donne une liste, donc je pense que de la page 251 à la page 254, vous avez quelque chose d'assez petit en fait. C'est un résumé de quelques petits exercices que vous pouvez faire chez vous pour améliorer votre niveau de confiance en vous-même. Et je vous rappelle que je ne vous lirai pas le livre en entier parce que l'objectif, c'est de vous emmener à le lire, pas de faire en sorte que vous ne le lisiez pas et que vous profitiez seulement de ça en fait. Donc, il y a plusieurs choses qui sont mises dans le livre pour vous aider à atteindre un niveau de confiance en vous-même, en plus du fait d'avoir identifié les choses qui limitaient la confiance que certaines personnes ont en elles-mêmes.
elle-même, vous allez voir qu'elle parle dans le livre de la peur de l'échec. Quand je parlais de l'éducation tout à l'heure, elle vous parle d'un exemple d'éducation où elle dit que la manière dont on éduque nos enfants aujourd'hui, en pensant que ça leur rend service, en vérité, ça ne leur rend pas service. Parce qu'on a tendance, lorsque un enfant fait une erreur et tout, de peur de le vexer, de lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bien ou qu'il a fait une erreur. Donc, on est toujours en train de faire, oui, c'est bon, vas-y, on l'encourage, c'est toi le meilleur et tout. Et elles disent non, ça n'avantage pas l'enfant. Parce qu'au contraire, on ne le met pas face à l'échec. Or, parlant d'échec et d'éducation ici, plus tôt on apprend, plus tôt on expérimente l'échec, plus tôt on apprend de l'échec. Et le fait de toujours féliciter les enfants et de toujours leur dire que ce qu'ils font est extraordinaire, même quand ils font des choses qui ne sont pas bien, on rentre dans un cycle où en gros l'enfant se nourrit en quelque sorte de compliments, de récompenses. Et donc l'image qu'il a de lui-même va dépendre de ce que les autres disent de lui. Hein? Vous voyez déjà où on veut en venir, les réseaux sociaux et tout ça. Il y a des gens qui existent uniquement à travers les likes, les commentaires et tout ça que les gens font sur eux, sur les réseaux sociaux. S'il n'y en a pas, c'est comme une drogue en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est la même chose qu'elle ramène ici en disant qu'il faut mettre les enfants face aux défis de la vie. Il faut les mettre face à leur échec et leur rappeler quand ils ont fait un échec, pas uniquement leur dire tu as fait une faute et tout ça c'était merdique et ce genre de choses. Non, mais leur dire écoute, tu aurais pu là tu l'as pas bien fait, tu aurais pu le faire de cette manière-là. Et d'ailleurs dans le livre on va comparer la méthode asiatique à la méthode américaine et la méthode européenne, où en Asie par exemple, c'est dans le livre, vous avez un enfant qui est dans la même classe que plusieurs autres enfants, qui n'arrive pas à faire un exercice, mais c'est lui que le professeur envoie au tableau et il lui demande de faire cet exercice au tableau devant tout le monde. Or, je vous renvoie à nos années école ici dans notre pays par exemple. Lorsqu'il y a un problème à l'école ou qu'un enfant n'arrive pas à démarrer sur quelque chose, en gros, la personne qui passe au tableau, c'est la personne qui maîtrise. Donc, en faisant ça, l'enfant qui ne comprend pas ou qui n'arrive pas à s'en sortir, en restant dans son coin, il se recroqueville encore plus dans sa petite bulle en fait. Et vous allez voir les expériences que les parents de Christine Lagarde par exemple et de plein d'autres personnes, plein d'autres femmes qui sont dans ce livre ont fait lorsqu'elles étaient petites, lorsqu'elles avaient 4 ans et tout ça. À la base, ça avait l'air comme ça avait l'air de choses banales, mais ça a littéralement participé en fait à construire la confiance que ces femmes-là ont eu en elles des années plus tard. Et vous comprenez donc pourquoi j'ai commencé ce livre en remerciant ma mère et en lui envoyant un message, parce que il y a vraiment des choses que nos parents en fait nous faisaient où à la base on était petits et puis on pleurait et puis on comprenait pas, mais ça a concouru à construire en fait la confiance ou l'assurance qui nous caractérise aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un livre qui est adapté à tout le monde. Si vous êtes une femme et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de cogiter sur concrètement où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'arrive pas à passer de là à là, pourquoi j'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à agir et ce genre de choses, lisez ça. Si vous êtes une femme et que vous avez des enfants et franchement vous êtes une mère poule qui caresse trop ses enfants dans le sens du poil et tout, sachez que vous ne leur rendez pas véritablement un service, parce que quand ils vont grandir et qu'ils seront face à la vraie vie, aux vrais défis, ça va être catastrophique. Par exemple, dans le livre, ils vous prennent l'exemple des étudiants lorsqu'ils sortent d'université avec leur diplôme et tout, ils ont toujours l'impression qu'ils vont changer le monde. Ils sont majors, ils ont eu de super bons résultats et tout ça. Voilà, ils vont venir, ils vont tout bousiller, ils sont trop forts. Et puis dès qu'ils arrivent en entreprise, ils font une chose qui n'est pas adaptée. Dès qu'on leur dit que le travail qu'ils ont fait n'est pas un bon travail et tout ça, c'est fini. Vous les bousillez parce qu'en gros, en fait, leur confiance repose sur l'appréciation que les professeurs avaient, les notes et tout ça. Or, le travail, la vie professionnelle, c'est la vraie vie. Et c'est donc dit dans ce livre de permettre aux gens en fait d'expérimenter leurs échecs, d'avoir leurs propres expériences pour du coup en tirer des leçons et savoir exactement où on va. Il y a une autre partie dans ce livre qui est aussi très intéressante, c'est la prise de parole en public. Alors, c'est un livre qu'on avait lu avec la team de l'ambassade des États-Unis. Donc, vous avez La force des discrets, vous avez un livre de Sheryl Sandberg qui est la directrice des opérations de Facebook, le livre
de Sheryl Sandberg s'appelle En avant toutes. Donc, d'ailleurs, elle a fait un petit mot dans ce livre-là. Et puis, ça me rappelle aussi le livre d'une sénatrice américaine que j'avais lu qui s'intitule Grandma Bones, les os de ma grand-mère. Et donc, dans ce livre, c'est en fait une sorte de concentration de ces 3 ouvrages parce que tout va dans le même sens. La prise de parole en public aussi, c'est un élément très, très important de la confiance, en fait, que chacun a en lui-même, de l'assurance que l'on a en nous, en plus du fait de toujours décider de se mettre en retrait ou de se mettre en avant et ce genre de choses. Donc, en gros, en terminant ce livre, ça va vraiment remettre en question certaines assurances et certaines idées que vous aviez sur vous, sur les personnes qui vous entourent, sur comment vous vous débrouillez avec vos enfants, sur ce que vous faites, sur votre femme, votre copine, votre soeur, peu importe. Mais c'est vraiment un livre, en mon sens, c'est un livre complet. Parce qu'on n'est pas juste sur voici les 8 éléments à prendre pour développer sa confiance. On est vraiment sur c'est d'abord quoi la confiance en soi? Ensuite, qu'est-ce qui mine la confiance chez plusieurs personnes? Ça vient de quoi exactement? Génétiquement, socialement, d'une manière totalement éducative, l'environnement et ainsi de suite. Et après, et seulement quand on a fini de passer en revue tout ça, on arrive à comment faire en sorte pour booster sa confiance. Donc voilà ce que vous retrouverez dans ce livre. Moi, j'ai vraiment passé 2 semaines intéressantes à le dévorer et tout ça. J'ai vraiment aimé. Je vous rappelle qu'il fait plus de 300 pages, mais vous n'allez pas voir le temps passer. Si vous êtes concentré et tout, vous allez voir, ça passe très vite. En 1 heure, vous pourrez manger 50 pages ou je ne sais pas 100, ça dépend de votre rapidité de lecture. Et vous allez voir, c'est vraiment un livre très, très important et c'est un livre qui permet à chacun, après l'avoir lu, de comprendre un petit peu mieux les choses. Donc voilà, c'était tout pour la présentation du livre aujourd'hui. J'aimerais juste terminer par un passage que j'ai pris à la page 57 qui dit « Quand on manque d'assurance, on ne réussit pas comme cela pourrait être possible. On ne réussit même pas à concevoir le travail qu'on pourrait faire, ni les niveaux auxquels on pourrait prétendre, ni la satisfaction personnelle qui pourrait en découler. On ne peut pas contribuer pleinement à un système qui en a grand besoin, qui est en grand besoin de qualité féminine de dirigeants. » Donc, vous comprenez que le manque de confiance en soi, ça grève plusieurs secteurs, ça empêche même certaines femmes d'expérimenter au maximum leur potentiel et de revisiter leur potentiel. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui que vous vous concentriez un petit peu sur ça et que vous plongiez donc dans cet ouvrage. Voilà, c'était tout pour la présentation du livre sur l'art de la confiance en soi. Maintenant, je vais regarder vos messages. Si vous en avez, il y a Lewis qui dit « Donc, la confiance en soi fait-elle partie de la génétique? N'est-elle pas forgée par soi-même » Si, bien sûr. En fait, dans ce livre, c'est toutes les idées que l'on a reçues sur la confiance en soi, tu vois. Il y a une partie d'ailleurs du livre où, tu sais, il y a cette idée reçue qui dit que la confiance en soi est innée, du style tu peux naître avec. Et puis, il y a ceux qui naissent et ils en sont dépourvus. Or, dans le livre, tu comprends que la confiance en soi, c'est en fait une aptitude, c'est une qualité que l'on peut travailler, que l'on peut perfectionner, comme n'importe quelle aptitude en fait qu'un être humain pourrait avoir, quoi. Il faut juste être conscient qu'on a envie de l'améliorer et travailler à son amélioration. Mais ils vont passer, comme je l'ai dit, le livre passe par plusieurs choses. Alors, on émet par exemple cette théorie et puis on voit ce qui marche dans cette théorie et la limite qu'il y a dans cette autre théorie. La génétique est bien plus sur une comparaison entre les hommes et les femmes. Par exemple, dans le livre, vous comprendrez que les hommes fonctionnent plus avec ce qu'on appelle la matière grise, quand les femmes fonctionnent plus avec ce qu'on appelle la matière blanche. Tout ça, ça se trouve dans le cerveau. Et c'est la matière blanche des femmes qui a permis ce que je venais de vous dire sur le fait d'être vraiment très ouverte sur les émotions, de faire plusieurs choses en même temps, d'avoir de l'intuition et ainsi de suite. Par exemple, dans le livre, on vous prend 2 exemples sur les hommes et les femmes. Un homme qui ne réussirait pas à faire quelque chose, par exemple, il fera « Ok, je vais essayer ça demain, il passera. » Une femme qui n'a pas réussi à faire quelque chose,
Elle va garder ça dans sa tête des mois et des mois. Elle va ruminer. Elle va se dire que si elle n'a pas reçu, c'est parce qu'elle est trop nulle, c'est parce qu'elle n'est pas forte, c'est parce que, toute chose en fait qui mine ensuite la prochaine étape. Le jour où il faudra qu'elle refasse la chose, elle va se dire, ah non, la première fois j'ai échoué, je ne me lance pas. Vous voyez, c'est ce genre de petite comparaison. Donc, quand je parlais de génétique et d'études et tout, c'est ce genre de petite comparaison en fait qui vous aide à comprendre les deux différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et pourquoi c'est important de les comprendre? Parce que si vous êtes une femme, du coup, vous comprenez les limites que vous avez sans pour autant en être consciente en fait. Vous les avez juste parce que, ben voilà, c'est comme ça. Vous les avez. Donc, quand vous savez ça, et que vous commencez à rentrer dans votre système où vous ruminez les choses et tout, vous vous dites, ah non, 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 faut pas que je rumine et tout, et vous calmez un petit peu le niveau. Donc, voilà en gros pourquoi c'est important de voir, de voir toutes ces parties-là et d'y travailler en fait. Donc, en gros, voilà pour le livre. Il est exactement 14h29, il nous reste une petite minute. Je regarde si vous avez des questions. Il y a quelqu'un qui me dit, Gina, ton masque. Je porte un masque tous les jours, ne t'inquiète pas. Fallon est à 2 mètres de moi, Dafresh un petit peu plus loin. Il doit être à 3 mètres de moi. On est 3 dans une pièce. Donc ne t'inquiète pas, Génie Aladin, les mesures, les gestes barrières, on les respecte. Il y a Nan Cédric qui dit, bonjour, avez-vous fait le test? Si oui, quel était le résultat et quel est votre point de vue sur cet exercice? Oui, j'ai bien sûr fait le test sur la confiance en soi. Je cherche juste mes résultats. Alors, j'avais un résultat de 23 et c'est dit que l'échelle, donc c'est une échelle, l'échelle est établie de 0 à 30, les résultats entre 15 et 25 sont dans la catégorie de normal. Donc, moi, j'étais dans une catégorie normale et après, quand vous ferez, on vous dit que si vos résultats sont inférieurs à 15, ça indique une faible estime de soi. Donc, moi, j'étais dans la catégorie normale et la question était, quel est votre point de vue sur cet exercice? Alors, mon point de vue sur cet exercice, c'est qu'il y a vraiment des questions en fait et surtout, je ne vais même pas juste parler de l'exercice sur le niveau d'estime de soi que l'on a, mais sur le livre en général. Il y a vraiment des choses sur moi, il y a des choses sur mon éducation, il y a des choses sur ma manière de réagir, sur les choses que je fais souvent, que j'ai compris en lisant ce livre. Et il y a vraiment beaucoup de choses que je me suis promise à moi-même de travailler et des choses, par exemple, le fait d'être très porté sur, sur la réflexion et sur le fait de ruminer. Toutes les personnes qui me connaissent savent que dès que tu parles avec moi, tu vas me dire, Gina, tu cogites trop. Je cogite sur tout et n'importe quoi. Et parfois, ce n'est pas nécessaire. Parfois, il y a des choses qui nécessitent juste que ce soit, ok, c'est bon, ça s'est passé, on passe à autre chose, tu vois. On n'a pas besoin de s'arrêter là. Tout en sachant qu'en faisant ça, en fait, parfois, c'est des choses qui ont un impact sur notre manière de fonctionner et on ne s'en rend pas compte, en fait. Et comme tout le monde, comme toutes les femmes, je rumine, en fait. Et ruminer, vous comprendrez dans ce livre-là que c'est vraiment pas quelque chose de sain parce que ça évite d'avoir une action, take action, de réagir, de se lancer dans certaines choses. Donc, il faut aujourd'hui, lorsqu'on est une femme et que vous avez lu ce livre, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous faites en fait qu'il faudra absolument changer. Donc, en gros, voilà ce que j'ai retenu. Si vous avez encore des questions, envoyez-les rapidement. Entre-temps, Fallon, s'il te plaît, tu peux me passer le livre rouge. Entre-temps, on va passer rapidement au prochain. Vous savez que si vous êtes sur Instagram d'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram. Gina Nzenge, tout simplement, vous allez me suivre sur Instagram, c'est un compte public, donc vous aurez accès à tout. Donc, si vous êtes sur Instagram, vous avez certainement dû voir que en début de semaine, en fin de semaine, j'ai lancé un sondage où je demandais aux personnes qui me suivent sur Instagram les livres, le prochain livre qu'ils aimeraient qu'on lise. Donc, on avait le choix entre un livre sur le changement, donc diriger le changement, et puis un livre sur parler en public.
Comme quoi, vous voyez que les choses sont liées. Dans ce livre, on parle de l'importance de la prise de parole en public. Et puis, la majorité des choix s'est porté sur celui-ci. Je pense qu'on avait à peu près 70% des réponses qui étaient sur parler en public. Donc, c'est la méthode TEDx. Je pense que vous connaissez la méthode TED, vous connaissez le TEDx et tout ça. Si vous ne connaissez pas, jetez-y un petit coup d'œil sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Donc, c'est ce livre-là que l'on va lire du coup pour la prochaine séance qui aura lieu dans 2 semaines. Et ce livre, donc la méthode TED, a lui aussi à peu près 300 pages. Je pense que cette fois-ci, on est à 339 pages. 2 semaines pour le lire. Je reviendrai donc vendredi prochain pour vous en parler. En temps, c'est l'occasion de vous rappeler aussi que même si les livres ne sont pas disponibles, la discussion peut tout à fait continuer sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, Instagram et tout et qui participent à certains de mes lives. Caroline Cito, Amiel, Kelly et toutes les personnes, Lisa et toutes les personnes qui m'aident donc sur Instagram à du coup parler de ces livres-là et qui m'aident du coup à améliorer aussi la présentation. Donc voilà, en gros, c'est ça le livre de la prochaine fois. On va se retrouver vendredi dans 2 semaines pour en parler. Si vous avez l'occasion de la voir, prenez-le déjà ou vous pouvez regarder en ligne. Je pense qu'il y a une version en ligne. Je vais la chercher, je vais vous mettre le lien. Et avec l'aide bien sûr de l'équipe de Nouveaux Horizons. Et puis on en parlera dans 2 semaines. Donc voilà en gros ce qu'on devait faire aujourd'hui. C'était un réel plaisir comme à chaque fois de vous retrouver. Je fais un gros coucou à l'équipe de Nouveaux Horizons à Paris. Un gros coucou à l'équipe de l'ambassade des États-Unis au Gabon. Et puis bien sûr, merci beaucoup à la team d'Urban FM. Vous ne les voyez pas, mais Dafresh est par ici et Fallon est par là. Et puis Mosley est sur le côté. Et ils m'aident tous en fait à monter ce programme. Et on espère que vous aimez d'ailleurs. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à envoyer... oui, on fait la petite danse. N'hésitez pas à envoyer des questions ou envoyer des réactions ou quoi que ce soit. Bref, réagissons, discutons-en, parlons de confiance en soi, parlons de la prise de parole en public. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et voilà, donc je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, Madame Pépessi. Allez, gros bisous, bisous, bisous à tout le monde. Et on se retrouve vendredi, dans 2 semaines. Entre-temps, n'oubliez pas, portez vos masques, lavez-vous les mains. Voilà, faites attention à vous. C'était tout.